Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons attaquer la description des atomes. Alors, nous avons déjà vu l'atome d'hydrogène et nous avons même vu les méthodes approchées permettant de résoudre l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hélium. Alors, c'est... Ici, nous allons parler des autres atomes, c'est-à-dire de tous les atomes plus gros que l'hydrogène et l'hélium, donc de l'ensemble des atomes. Alors, rappelons qu'un atome est composé d'un noyau, avec des neutrons, ça c'est pas très important ici, et des protons. On va noter Z protons, c'est le nombre dit atomique, et la charge des protons est compensée par Z électrons. Ainsi, on a des atomes avec 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons, etc., etc. On imagine bien que de telles structures doivent être assez complexes. Prenons un atome tel que le mercure. Il possède un noyau avec 80 protons, donc une masse très concentrée et chargée positivement, et autour 80 électrons qui sont en orbite autour de ce noyau. Donc ça peut être assez complexe. Alors, hors de question de résoudre l'équation de Schrödinger dans son intégralité. On doit utiliser là aussi des méthodes approchées un peu plus fortes que les méthodes générales que nous avions vues. Alors, une approximation que l'on fait toujours, au moins au départ, c'est l'approximation dite de champ central. Donc on suppose que pour un atome avec un certain nombre d'électrons, chaque électron est plongé dans un potentiel V de R dû au noyau et à l'ensemble des autres électrons et qui est à symétrie sphérique. C'est là la principale approximation en réalité. Le potentiel ne dépend que de la distance R au noyau. C'est l'approximation du champ central. Cette approximation est relativement valable, correcte, si le passage de l'électron près d'un autre électron, auquel cas l'interaction entre les deux électrons serait assez forte, si ce passage près d'un autre électron n'est pas trop fréquent. Donc, dans quel cas est-ce que cette approximation est bonne? Eh bien, dans le cas de Z grand, avec un grand nombre d'électrons. Pourquoi? Parce que d'abord, la charge du proton est alors égale à Z fois la charge élémentaire, et donc beaucoup plus intense, l'attraction du noyau est donc beaucoup plus intense que l'attraction d'un seul électron. Elle est Z fois plus forte. De plus, le fait d'avoir un grand nombre d'électrons permet de penser qu'une approche statistique moyenne est correcte si le nombre d'électrons est élevé. Enfin, plus il y a d'électrons, plus ceux-ci vont s'empiler, nous verrons cela, autour du noyau, de plus en plus loin autour du noyau, et donc les électrons, en tout cas les électrons les plus éloignés, sont assez éloignés des autres électrons, et donc les probabilités de telles rencontres sont plus rares. Donc on pourrait rencontrer des difficultés avec des noyaux légers, comme le lithium par exemple, où il n'y a que 3 électrons. Le but, à partir de là, c'est d'une part de calculer ce potentiel, de façon à pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger avec ce potentiel, mais également d'apporter les corrections éventuelles au fait qu'on fait cette approximation plutôt grossière
d'un potentiel sphérique. Notons que si on est assez loin du noyau, nous avons notre électron ici assez loin, pas là mais là, plus loin, à ce moment-là, ceci, l'ensemble ici, se comporte comme un ion positif. Il y a un noyau avec Z protons, et puisqu'un des électrons est là, on a Z-1 électrons. Donc, à grande distance, le potentiel est typiquement en E carré sur R, c'est-à-dire le potentiel électrostatique coulombien habituel, comme pour l'hydrogène. Et dans ce cas-là, nous savons que pour un potentiel de ce type, les niveaux d'énergie sont discrets et décrits par les nombres quantiques n, L et m. Le nombre quantique principal, orbital et magnétique. Alors, pour n élevé, c'est certainement correct, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des orbitales très grandes, ou des rayons de bord très grands. L'électron est effectivement éloigné, et on peut considérer ça comme correct. On sait en plus que l'énergie d'un niveau dépend de n, mais ici, on pourrait avoir des énergies différentes en fonction de la valeur de L, puisque pour un potentiel, pour L égale 0, on va avoir une fonction d'onde à symétrie sphérique, un peu comme une coquille, loin du noyau, tandis que pour L différent de 1, on va avoir une fonction d'onde plutôt en forme de sablier ou de trèfle, comme nous avions vu, qui pénètre dans le noyau. Donc l'interaction avec un potentiel différent à cet endroit-là peut conduire à des niveaux d'énergie différents pour une valeur de L différente. Mais par contre, l'énergie ne doit pas dépendre de M à ce niveau d'approximation, parce que M donne simplement l'orientation de ces orbitales, et comme le potentiel est à symétrie sphérique, eh bien ça n'a évidemment pas d'influence. Notons que lorsque l'électron ici pénètre dans le noyau, lorsqu'il s'approche, il est plus proche du noyau et est moins influencé par les électrons qui sont autour. Donc pour lui, c'est comme si la charge du noyau augmentait en s'approchant. L'effet d'écran, dont nous avons parlé, diminue du fait de la pénétration. Donc le potentiel V de R doit être plus grand que ce E carré sur R. Alors, NLM, c'est vrai pour un potentiel coulombien. Qu'en est-il ici, où, proche du noyau, on a un potentiel qui est différent? Eh bien, on va avoir un certain nombre d'électrons ici, mais pour les autres électrons, n grand, rappelez-vous, ceci est correct, donc la quantification est correcte. Donc, le nombre de niveaux d'énergie reste fini et peut encore être décrit par ces nombres quantiques. Mais il faut aussi tenir compte du fait que l'électron a un spin 1,5. Et donc, on note plus habituellement, pour un atome, que les états, les nombres quantiques d'un électron sont ML,
qui est en fait égal à M, et M S pour le spin, MS valant plus ou moins 1,5. De plus, l'étude de l'hydrogène a montré que le nombre de nœuds dans la fonction d'onde, donc en quelque sorte le nombre de fois où elle passe à 0, si c'est sphérique, elle ne passe pas à 0, si elle est pour L égale 1, on obtient une structure en forme de sablier où elle passe à 0 entre les deux, elle change de phase entre les deux lobes. Le nombre de nœuds dans la fonction d'onde est donné par NL-1. Et en fait, le raisonnement qui aboutit à ça ne dépend pas du détail du potentiel. Donc c'est quelque chose qui reste vrai. Et donc, L doit rester inférieur ou égal à N-1. Puisque le nombre de nœuds ne peut pas être négatif. Alors ensuite, comment vont se placer les électrons autour de l'atome? Alors il y a le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons sont des fermions. Ils obéissent au principe d'exclusion de Pauli, ce qui veut dire que on ne va avoir qu'un seul électron pour chacune des valeurs de l'ensemble N, L, Ml et Ms. Le premier électron va se mettre dans l'état de plus basse énergie, le second électron dans le second état, en tenant compte de la dégénérescence due à Ml et Ms, et les électrons vont ainsi s'empiler sur les différents niveaux avec des valeurs de N, L, Ml et Ms de plus en plus grandes. Pourquoi est-ce qu'ils ne se mettraient pas dans des états plus élevés? C'est possible, mais alors c'est un état excité. Parce que l'électron va avoir tendance à retomber dans un état d'énergie plus faible et émettre cette énergie, ce supplément d'énergie, par exemple, sous forme d'un photon, sous forme de lumière. Donc l'état de base est un empilement sur les différents niveaux décrits par les nombres quantiques ici. Et plus on rajoute d'électrons, et plus ces électrons auront des énergies élevées, puisque les niveaux d'énergie plus basses sont alors occupés. Combien a-t-on d'électrons par niveau? Alors, étant donné les valeurs que peut prendre Ml et Ms, pour N et L donnés, pour des valeurs de M et L données, puisque l'énergie va dépendre de ce niveau, de ces valeurs-là, on peut mettre 2 fois L plus 1 électrons. Et donc, ça va se remplir, on appelle ça un niveau, une couche électronique, et les couches vont se remplir successivement les unes après les autres. Notons que les propriétés chimiques d'un atome sont dues aux électrons qui sont les moins liés à l'atome. Si la liaison est forte, un électron a du mal à être enlevé d'un atome. Si la liaison est faible, une faible énergie peut suffire à l'arracher, et donc les liaisons chimiques qui sont dues à la mise en commun ou à l'échange d'électrons ou à l'accaparation d'un électron d'un atome par un autre, fait que les réactions se produisent avec les électrons les moins liés. C'est-à-dire ceux ayant l'énergie la plus grande, puisque l'énergie de liaison est négative, et donc au fur et à mesure que l'énergie grandit, en valeur absolue, cette énergie de liaison diminue, et donc c'est les électrons les plus périphériques, ceux qui sont placés sur les dernières couches, les plus loin du noyau, c'est eux qui vont réagir au niveau des réactions chimiques. La dernière couche, les couches sont remplies les unes après les autres. Donc toutes les couches sont pleines. Sauf la dernière, qui peut éventuellement n'être que partiellement remplie. Ça dépend du nombre total d'électrons de l'atome, bien entendu. Si cette couche est pleine,
entièrement rempli d'électrons. À ce moment-là, pour rajouter par exemple un électron à l'atome, on ne peut le faire que sur la couche suivante, ce qui va nécessiter une énergie nettement plus grande. Et donc, les réactions chimiques seront difficiles. Il faut un gros échange d'énergie, qui n'est pas toujours disponible dans la réaction chimique. Et donc, ces atomes ont tendance à être inertes. C'est le cas des gaz rares, comme l'hélium, le krypton, etc. Et par contre, si la couche est partiellement remplie, alors des places sont disponibles sur cette couche pour être remplies, pour y mettre des électrons, avec une plus faible dépense d'énergie, et les réactions chimiques peuvent se faire plus facilement. Et le nombre de places disponibles, le nombre d'électrons sur la couche, ainsi que le nombre de places disponibles, détermine la valence. Par exemple, les atomes alcalins, comme le sodium par exemple, ont un seul électron sur la dernière couche, et cet électron pourra être facilement cédé à un autre atome. On dit que sa valence est de 1, parce qu'il met un électron en commun avec un autre atome pour former une liaison chimique. De plus, puisque dans le tableau périodique des éléments, on a Z croissant au fur et à mesure qu'on remplit le tableau, et que le remplissage des couches se fait électron par électron au fur et à mesure que Z grandit, on va avoir une périodicité dans le remplissage des couches. Dans une colonne, ceux où il n'y a qu'un seul électron sur la dernière couche, une colonne avec ceux qui ont 2 électrons, etc., jusqu'au gaz rare où la couche est entièrement remplie. Et voilà le secret du tableau périodique. Voilà pourquoi il est périodique. Parce que la structure de la couche externe se répète au fur et à mesure qu'on rajoute des électrons, et même valence implique des propriétés chimiques relativement semblables, en tout cas analogues. D'où cette ressemblance chimique qu'on a des atomes situés sur une même colonne du tableau périodique. Pour noter les électrons dans l'atome, on utilise habituellement la notation spectroscopique. Elle a été établie par les physiciens qui étudiaient les spectres des atomes, avant même de connaître la structure des atomes, en observant simplement la lumière émise par les atomes. Cette lumière dépend des niveaux d'énergie, puisque l'énergie d'un photon émis dépend de la différence de niveau entre deux couches, quand l'électron change de couche, quand il absorbe un photon, ou quand il émet un photon en redescendant d'une couche. Et donc, naturellement, les physiciens ont adopté ces notations également pour décrire les couches des atomes. Alors, quelles sont ces notations? Eh bien, on décrit une couche électronique par une notation comme nx exposant R, où n est le nombre quantique principal, x est une lettre qui représente la valeur de L, et R donne le nombre d'électrons présents dans la couche. Alors, quelles sont ces lettres qui sont utilisées pour la valeur de L? Alors, pour L valant 0, 1, 2, 3, 4, 5, on peut aller plus loin si on veut. La lettre est S, P, D, F, G, H, et on continue I, J, K, etc. Et le nombre d'électrons, donné simplement par cette formule, c'est 2, 6, 10, 14, 18, 22, etc. Prenons un exemple. Le sodium de Z égale 11 est décrit par le remplissage des couches est décrit par 1s2, donc il y a 2 électrons sur la première couche, n égale 1, l égale 0.
2s2, 2p6 et 3s. Donc il y a un seul électron, comme je vous l'avais dit, sur la dernière couche, avec un total de 11 électrons. Et le noyau de sodium contient 11 protons. Le mercure, Z égale 80, comme je vous l'avais dit. Alors là, ce n'est pas plus long, je ne vais pas vous l'écrire, mais on obtient toute une flopée qui se termine par 5D exposant 10. Notons que le remplissage ne se fait pas dans l'ordre strictement S, P, D, F, G, H pour chaque valeur de M. Puisque, comme je vous l'ai dit, quand L grandit, l'énergie diminue. Parce que l'électron peut s'approcher du noyau. Et donc le remplissage est un peu bizarre, il dépend des valeurs d'énergie. Et on obtient dans le remplissage, d'abord la couche 1S est remplie, puis 2S, puis 2P, 3S, 3P, puis 4S, 3D, puis 4P, puis 5S, 4D, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des crochets ici? Parce que du fait que l'énergie augmente avec M et que l'énergie baisse avec L, il arrive régulièrement que pour certaines couches, les énergies sont presque les mêmes. Un peu différentes, juste un petit peu différentes. Et donc, en fonction des détails des interactions entre les différents électrons, suivant le nombre d'électrons, parfois, c'est cette couche-là qui est la moins énergétique, parfois c'est celle-là. Et donc, parfois il y a une inversion. Parfois on a le premier électron qui se met là, et le deuxième électron il se met pas là parce que, à cause du premier électron, l'énergie des couches a changé, et le deuxième électron va dans la couche 3D. Et donc, le remplissage peut être un peu compliqué. Alors, nous verrons un peu plus en détail, plus tard, les différents atomes, et nous expliquerons pour chaque atome, ou presque chaque atome, le pourquoi du comment. Pourquoi ça se remplit de telle manière, avec telle valeur. Alors, ici, l'important, c'est de savoir que ceci se produit. Et un exemple, c'est au milieu du tableau périodique, c'est tous les éléments dits de transition, les métaux, typiquement, où on a une couche qui commence à se remplir, et puis ça s'arrête, il remplit une autre couche, complètement, électron par électron, avant d'achever de remplir l'autre couche. Et ça donne tous des éléments ayant des propriétés assez proches, pas seulement sur la colonne, mais l'ensemble, c'est l'ensemble des métaux habituels, comme le fer, le cuivre, etc. Alors, donc on verra cette structure plus tard. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à discuter de la manière dont on calcule ce potentiel et des corrections à apporter au potentiel, à l'approximation du potentiel central. Il y a deux modèles principaux. Le modèle de Thomas Fermi, que nous verrons, et le modèle de Hartree, que nous verrons aussi. Je vous remercie.